En arrivant dans cet appartement vétuste de Montmartre, j'avais l'impression d'avoir trouvé une perle rare. Les plafonds hauts, les moulures anciennes, et cette vue imprenable sur les toits de Paris, tout cela promettait un mélange parfait entre charme d'antan et modernité. En tant qu'architecte, j'avais toujours rêvé de rénover un lieu chargé d'histoire, et cet endroit semblait me tendre les bras. Les premiers jours furent consacrés à une inspection minutieuse. Les murs étaient jaunis par le temps, le parquet grinçait à chaque pas, et l'électricité laissait à désirer. Mais rien de tout cela ne me décourageait. Armé de mes plans et d'une volonté inébranlable, je commençai les travaux. C'est en démolissant une cloison dans le salon que je fis ma première découverte. Derrière les couches de plâtre et de papier peint, je tombai sur une cavité étrange, une sorte de cachette murale. À l'intérieur, une boîte métallique rouillée était dissimulée. Mon cœur s'emballa alors que je l'ouvrais avec précaution. Elle contenait des lettres, jaunies par le temps, soigneusement pliées et attachées par une ficelle usée. L'écriture, d'une calligraphie élégante, semblait dater d'une autre époque, peut-être des années 1940 ou 1950. Curieux, je dénouai la ficelle et commençai à lire. Chaque lettre racontait une histoire différente, mais un thème revenait sans cesse. Des locataires du bâtiment qui disparaissaient mystérieusement. Les auteurs, apparemment des voisins ou des membres de la famille, décrivaient des événements étranges avant les disparitions, des bruits de pas la nuit, des murmures derrière les murs, et parfois, la sensation d'être observé. L'un des textes mentionnait même un appartement où les lumières s'allument seules, bien qu'il soit vide depuis des années. Je posai les lettres sur le sol, le souffle court. Les mots résonnaient dans ma tête comme un avertissement lointain. À ce moment-là, je me persuadai que ce n'étaient que des superstitions ou des récits exagérés. Après tout, chaque vieux bâtiment a ses mystères, non? Pourtant, quelque chose me troublait. Pourquoi ces lettres avaient-elles été dissimulées dans un mur? Et surtout, pourquoi avais-je l'impression que cette boîte n'était pas destinée à être trouvée? Dès la première nuit, un sentiment étrange s'installa. Le silence du bâtiment, qui m'avait semblé apaisant au début, devint oppressant. Chaque craquement du parquet, chaque soupir des vieilles canalisations résonnait comme une intrusion. Mais c'est vers 3 heures du matin que je fus tiré de ma demi-somnolence par un bruit plus distinct. Des pas. Ils venaient de l'appartement voisin. Celui que le concierge m'avait assuré être vide. Au début, je pensais qu'il s'agissait peut-être d'un squatteur ou d'un voisin qui s'était discrètement installé sans que personne ne le sache. Pourtant, les pas étaient réguliers, comme si quelqu'un faisait les 100 pas d'une pièce à l'autre. Par moments, ils s'arrêtaient, et un silence lourd remplissait l'air, avant de reprendre avec la même intensité. Le lendemain, je questionnai à nouveau le concierge. Il haussa les épaules, visiblement agacé par mon insistance. Personne ne vit là, monsieur. L'appartement est vide depuis des années. Peut-être un rat ou une vieille canalisation, ajouta-t-il en évitant mon regard. Je retournai à mes travaux, mais l'étrangeté de la situation continuait de me hanter. Cette nuit-là, j'observais le bâtiment depuis la rue. L'appartement en question était plongé dans l'obscurité, tout comme les autres. Soulagé, je remontai chez moi, me convainquant que j'avais imaginé ces bruits. Mais à peine 1 heure plus tard, alors que j'étais dans le salon, un éclat de lumière attira mon attention. Je me tournai vers la fenêtre, et là, dans l'appartement supposément vide, je vis une lampe allumée. Pas un scintillement ou un reflet, mais une lumière vive, comme si quelqu'un venait d'actionner un interrupteur. Mon souffle se coupa. Immobile, je scrutai les fenêtres, espérant voir une silhouette ou un mouvement qui pourrait expliquer cette anomalie. Rien. Le lendemain matin, un autre incident me mit mal à l'aise. Un carnet que j'avais laissé sur la table basse avait disparu. J'étais certain de l'avoir posé là la veille au soir. Je le retrouvai quelques heures plus tard dans la salle de bain, ouvert à une page vierge, comme si quelqu'un l'avait feuilleté. Et puis, il y avait ces lettres. Elles semblaient m'appeler, comme si elles avaient encore plus à révéler. Pourtant, je n'avais pas la force de les relire. Pas encore. Une part de moi craignait que les réponses qu'elles contenaient soient bien plus terrifiantes que les questions qui me hantaient déjà. Les nuits suivantes furent encore plus troublantes. Les pas dans l'appartement voisin devinrent plus fréquents, presque frénétiques, comme si quelqu'un cherchait quelque chose. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient à des heures aléatoires, parfois même clignotant comme un signal. Mais ce qui me glaça véritablement le sang, ce fut une découverte faite en plein jour, alors que je cherchais à comprendre ce qui se passait réellement dans cet endroit. Un matin, déterminé à trouver des réponses, je me rendis aux archives municipales pour en apprendre plus sur l'historique du bâtiment. Les registres révélaient une succession d'événements étranges. Depuis les années 1920, plusieurs locataires avaient disparu sans laisser de traces. Les enquêtes avaient toutes été abandonnées faute de preuves. Mais un détail attira particulièrement mon attention,
La plupart des disparitions concernaient des personnes qui avaient entrepris des rénovations dans leur appartement. Un frisson me parcourut lorsque je réalisai que je faisais partie de cette catégorie. La récurrence des disparitions semblait presque calculée, comme si le bâtiment lui-même réagissait au changement. De retour chez moi, une idée obsessionnelle me poussa à examiner à nouveau les lettres. En les relisant à la lumière de ce que je venais de découvrir, je remarquai un schéma troublant. Plusieurs des auteurs décrivaient une figure mystérieuse, toujours observée dans les moments de tension ou de peur. Ils l'appelaient par différents noms, l'architecte de l'ombre, le gardien muet, ou simplement lui. Une phrase, répétée dans plusieurs lettres, me fit trembler. Celui qui veille ne tolère pas qu'on altère son œuvre. Cette nuit-là, je décidai de surveiller l'appartement voisin. J'éteignis toutes les lumières chez moi et m'assis près de la fenêtre, observant chaque mouvement dans la pénombre. Vers minuit, je crus apercevoir quelque chose, une silhouette, immobile, juste derrière la fenêtre voilée de l'appartement désert. Pris d'une impulsion que je ne pouvais expliquer, je m'approchai de ma propre porte d'entrée, puis du couloir. À quelques pas de la porte du voisin, je me baissai pour regarder par le trou de la serrure. Ce que je vis me pétrifia. Une pièce sombre, plongée dans une obscurité épaisse, mais en son centre, une forme, une silhouette humaine, immobile, tournée vers moi, comme si elle savait que je l'observais. Je reculai brusquement, mon cœur battant à tout rompre. Je retournai dans mon appartement en courant, verrouillai la porte et m'assis sur mon lit, tremblant de la tête aux pieds. Ce que j'avais vu, ou cru voir, m'avait laissé une certitude, ce bâtiment gardait des secrets bien plus sombres que je ne pouvais l'imaginer. Et d'une manière ou d'une autre, je m'en sentais désormais prisonnier. La nuit qui suivit fut la pire de toutes. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil, hanté par l'image de cette silhouette immobile derrière le trou de la serrure. Chaque bruit dans le bâtiment semblait amplifié, chaque craquement du parquet ou chuchotement du vent devenait une menace. Mais c'est aux alentours de 2 heures du matin que tout bascula. Un bruit sourd résonna contre le mur mitoyen de l'appartement voisin, comme si quelque chose de lourd venait de tomber. Je me levai précipitamment, mon cœur battant à tout rompre. Cette fois, je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. J'enfilai un pull, pris une lampe de poche, et sortis dans le couloir. La porte de l'appartement voisin se dressait devant moi, fermée mais étrangement invitante, comme si elle m'appelait. Je posai ma main sur la poignée. Elle était froide, presque glaciale. Avec une impulsion que je ne pouvais expliquer, je tournai la poignée. La porte, contre toute attente, s'ouvrit dans un grincement lent et sinistre. L'intérieur était exactement comme je l'avais vu à travers le trou de la serrure, sombre, vide, mais chargé d'une présence oppressante. Je fis un pas à l'intérieur, éclairant la pièce avec ma lampe. Les murs étaient couverts de marques étranges, des griffures, des dessins chaotiques, et des mots en français qui semblaient écrits à la hâte. « Il est là! Ne réveille pas l'architecte !» Puis avant qu'il soit trop tard, mon souffle se bloqua lorsque je tombai sur un détail terrifiant. Au centre de la pièce, un trou béant avait été creusé dans le sol, comme si quelqu'un, ou quelque chose, cherchait à atteindre les fondations du bâtiment. Autour de l'ouverture, des objets personnels étaient éparpillés. Des montres, des bijoux, des photographies, tous couverts de poussière. Mon regard fut attiré par une photo particulière, posée à moitié dans la terre. Je la ramassai. C'était un portrait d'un homme avec un marteau à la main, un sourire fier sur le visage. Derrière lui, le bâtiment en cours de construction. Soudain, un bruit sec me fit sursauter. La porte derrière moi venait de se fermer violemment, me plongeant dans une obscurité presque totale. Ma lampe vacilla, puis s'éteignit. Le silence qui suivit était plus terrifiant que tous les bruits précédents. Je sentis une présence derrière moi, si proche que je pouvais presque entendre sa respiration. Tremblant, je fis volte-face, mais il n'y avait rien. Juste ce vide oppressant, cette sensation d'être observé par des yeux invisibles. Puis, une voix basse et rauque murmura à mon oreille, comme un souffle venu d'un autre monde. « Pourquoi as-tu osé entrer ?» Je courus. Je ne sais pas comment, mais j'atteignis la porte, parvins à l'ouvrir et me précipitai dans le couloir. Essoufflé, je regagnai mon appartement, verrouillai chaque serrure et poussai tous les meubles contre la porte. Mais au fond de moi, je savais que cela ne servirait à rien. Quelque chose m'avait vu. Quelque chose m'avait marqué. Et désormais, il était trop tard pour reculer. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Chaque minute passée dans cet appartement me rapprochait un peu plus de la folie. Les bruits, les ombres, cette présence invisible, tout s'était intensifié depuis mon incursion dans l'appartement voisin. Je savais que rester ici était une folie, mais une force étrange semblait m'empêcher de partir. Comme si les murs eux-mêmes refusaient de me laisser partir. Au petit matin, je pris une décision désespérée. Je devais fuir,
coûte que coûte. J'emballais mes affaires à la hâte, ignorant les objets qui semblaient s'être déplacés de leur place durant la nuit. Alors que je descendais les escaliers, une sensation de vertige s'empara de moi. Le bâtiment semblait s'étirer, chaque marche plus longue que la précédente. Les murs autour de moi se tordaient, comme vivants. Lorsque j'atteignis enfin le hall d'entrée, le concierge était là, immobile, me fixant avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. « Vous partez déjà » demanda-t-il d'un ton étrangement calme. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. Il haussa les épaules, puis ajouta. « Vous ne serez pas le premier à essayer. » Ces mots me suivirent jusque dans la rue. Mais à peine avais-je fait quelques pas que je sentis une main invisible m'agripper. Un frisson glacial parcourut mon échine, et lorsque je me retournai pour regarder le bâtiment une dernière fois, je vis une silhouette à ma fenêtre. Elle ne bougeait pas, mais je savais qu'elle me regardait. Je courus, aussi vite que mes jambes me le permettaient, jusqu'à ce que le bâtiment disparaisse de ma vue. Mais le sentiment d'être suivi ne me quitta pas. Dans les jours qui suivirent, je m'installai dans un nouvel appartement, loin de Montmartre, essayant d'oublier tout ce qui s'était passé. Pourtant, chaque nuit, les bruits recommencèrent. Pas dans mon nouvel appartement, non. Mais dans mes rêves. Je rêvais des lettres, du trou dans le sol, de cette silhouette immobile dans l'obscurité. Et chaque matin, je retrouvais des traces. Des griffures sur mes murs, des objets déplacés, des mots écrits sur les miroirs embués. Tu fais partie de l'œuvre. Je comprends maintenant. On ne quitte pas ce bâtiment. Une partie de moi y est restée, ou peut-être qu'une partie de lui m'a suivi. Et plus les jours passent, plus je ressens ce désir irrésistible de retourner à Montmartre. Car l'architecte veille. Et il n'a pas fini avec moi. La journée avait été interminable. Entre les cours, les révisions à la bibliothèque et un dîner rapide pris sur le pouce, j'étais épuisé. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, prendre une douche chaude et m'effondrer sur mon lit. La station de métro où j'attendais le dernier train de la ligne semblait étrangement vide. Habituellement, même tard le soir, il y avait toujours quelques âmes errantes, des travailleurs fatigués, des couples qui rentraient de soirée, ou des étudiants comme moi. Mais cette fois-ci, rien. Le silence était presque oppressant. Les néons vacillant au-dessus de moi ajoutaient une touche lugubre à l'ambiance déjà morne de l'endroit. Je vérifiai l'heure sur mon téléphone, 23h47. Le dernier métro ne devrait pas tarder. Je sentais une tension inexplicable dans l'air, une sorte de pressentiment qui me donnait envie de vérifier par-dessus mon épaule, bien que je savais qu'il n'y avait personne derrière moi. Enfin, le grondement familier du train qui approchait brisa le silence. Les portes s'ouvrirent dans un souffle mécanique, et je montai à bord. En entrant, une vague de soulagement me traversa. Je serais bientôt chez moi. Mais ce soulagement fut de courte durée. Le wagon était presque vide. À première vue, cela semblait normal pour cette heure tardive, mais un détail me mit mal à l'aise. Il y avait un homme assis au fond du wagon. Il était immobile, trop immobile. Il portait un manteau sombre, et son visage était partiellement dissimulé par l'ombre. Ce qui me dérangeait, c'était son regard. Il ne bougeait pas, mais je savais qu'il me regardait. Je pouvais sentir ses yeux fixés sur moi, me scrutant avec une intensité qui fit monter un frisson le long de ma colonne vertébrale. J'essayais de ne pas y prêter attention. Peut-être qu'il était simplement fatigué, comme moi. Je m'assis près de la porte, le plus loin possible de lui, et je sortis mon téléphone pour m'occuper l'esprit. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de lever les yeux de temps en temps, et chaque fois, il était toujours là, parfaitement immobile, son regard rivé sur moi. Je tentais de me concentrer sur mon téléphone, de faire défiler des messages sans importance, mais c'était inutile. L'atmosphère pesante dans le wagon rendait chaque seconde interminable. Chaque fois que je relevais les yeux, je le voyais, immobile, figé, mais avec ce regard. Ce regard perçant qui semblait vouloir me dire quelque chose, ou pire, me juger. Je changeai de siège, un peu plus loin, espérant qu'un léger mouvement détournerait son attention. Mais il tourna lentement la tête, sans effort, continuant à me fixer. Il n'avait pas bougé d'un centimètre. Cette fixité était presque inhumaine, comme si son corps tout entier était figé, à part ses yeux glacials. J'essayais de me raisonner. Peut-être que c'était un sans-abri, ou quelqu'un de perturbé. Ce n'était pas rare dans le métro. Mais cette pensée ne calma pas mon malaise. Ce n'était pas son apparence qui me dérangeait, c'était son silence. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, mais la tension qu'il dégageait était presque palpable. Le train s'arrêta à une station. Enfin, pensai-je. Peut-être qu'il allait descendre. Je tournai la tête vers les portes, prêt à me lever moi aussi. Mais elles restèrent fermées. Aucun bruit ne vint signaler leur ouverture, et le métro reprit lentement son chemin.
Je me levai, confus, et regardai autour de moi. Il n'y avait aucun autre passager. Juste moi et lui. Le wagon entier me semblait soudain plus étroit, plus oppressant. Je marchai vers une autre porte, juste pour vérifier, pour voir si les mécanismes fonctionnaient. Mais avant même que je n'atteigne l'autre côté du wagon, un léger bruit me fit sursauter. Je tournai brusquement la tête. L'homme avait bougé. Il n'était plus dans son coin. Il s'était légèrement incliné en avant, ses coudes posés sur ses genoux, son regard toujours fixé sur moi. Un frisson me parcourut. Il semblait m'étudier, attendre quelque chose. Je retournai précipitamment à mon siège, le cœur battant. Et tandis que le métro s'engouffrait dans un tunnel sombre, plus long que les autres, j'eus la désagréable impression que ce trajet ne se déroulerait pas comme les autres. Le métro continua sa course dans l'obscurité, mais quelque chose avait changé. Le wagon semblait de plus en plus étouffant. Les lumières tremblaient, vacillaient, puis s'éteignaient pendant de longues secondes avant de se rallumer, encore plus faibles. À chaque station, les portes restaient fermées, et le silence devenait de plus en plus lourd, plus insoutenable. Les panneaux au-dessus des portes, normalement si clairs, affichaient désormais des informations illisibles, comme si le métro voyageait hors de l'espace et du temps. Je jetai un coup d'œil au plan du métro, espérant y trouver un repère, une station familière. Mais il n'y avait rien. Aucun nom, aucun repère. Juste un vide. Mon cœur battait dans ma poitrine, chaque battement me résonnant dans les oreilles. Je me levai brusquement, paniqué. Je m'approchai du conducteur, espérant trouver une explication rationnelle. Peut-être qu'il avait juste raté une station, ou que quelque chose s'était mal passé. Mais le poste de conduite était vide. La cabine, habituellement éclairée, était noire comme du charbon. Je frappai à la porte, appelant à voix haute, mais aucune réponse. Je me tournai pour retourner dans le wagon, mes jambes tremblant, et à ce moment-là, je réalisai quelque chose d'encore plus terrifiant. L'homme. Il n'était plus à l'endroit où il était assis. Je le cherchai des yeux dans la pénombre, mais il n'était nulle part. Puis je l'aperçus, juste devant moi, sa silhouette se découpant contre l'obscurité du wagon. Il se tenait là, à quelques mètres de moi, son regard toujours fixé sur moi. Mais il n'était plus l'homme que j'avais vu plus tôt. Son visage, maintenant entièrement visible à la lumière vacillante, était pâle, cadavérique, avec des yeux noirs, vides, sans vie. Une odeur nauséabonde émanait de lui, comme celle de quelque chose qui avait été oublié depuis trop longtemps. Il ne bougeait pas, mais il semblait plus grand, plus imposant, comme s'il occupait tout l'espace autour de moi. Une froideur glaciale envahit le wagon, me coupant le souffle. Je reculai, sentant le poids de son regard s'intensifier. Et à ce moment-là, j'entendis quelque chose qui m'arrêta net. Un bruit sourd, étrange, venant de plus loin dans le tunnel. Ce n'était pas le bruit des rails, mais quelque chose de plus profond, un grondement, une vibration dans le sol, comme si le métro passait à travers un autre monde. Le son devenait de plus en plus fort, et je sentis la terreur me saisir de plein fouet. Ce bruit n'était pas celui du métro. Ce n'était pas réel. Ce n'était pas censé être là. Je voulais crier, mais aucune voix ne sortait de ma gorge. Les portes étaient toujours fermées. Le métro roulait dans un tunnel qui n'existait pas, et l'homme s'approchait, toujours plus près, son sourire déformé par une menace que je n'osais pas comprendre. Le métro avançait toujours dans l'obscurité, et je commençais à me demander si je n'étais pas pris au piège dans un mauvais rêve. L'homme ne bougeait toujours pas, mais je pouvais sentir sa présence grandir à chaque seconde, comme une pression invisible sur ma poitrine. Le bruit qui venait du tunnel s'intensifiait, devenant presque strident, comme un cri lointain. La lumière vacillait de plus en plus, plongeant le wagon dans des instants de noirceur totale avant de revenir, de plus en plus faible à chaque fois. Le sol semblait se dérober sous mes pieds, et je n'arrivais plus à respirer normalement, chaque inspiration me serrant la gorge. Je me précipitai vers les portes, frappant frénétiquement contre les parois métalliques, mais rien. Aucune réponse. Le métro continuait de filer à travers ce tunnel sans fin, dans un silence de plus en plus lourd. Mon esprit criait à l'aide, mais mes membres étaient comme paralysés. Je me retournais, cherchant une autre issue, un autre moyen de m'échapper, mais il n'y avait rien. Aucun autre wagon, aucune fenêtre ouverte, aucun endroit où je pouvais fuir. Et lui, l'homme, il était toujours là, à quelques mètres de moi, immobile. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il n'était plus juste un spectateur. Il se tenait maintenant droit, comme s'il attendait quelque chose. Je fis un pas en arrière, le regardant avec une terreur croissante. Son sourire était devenu plus large, plus grotesque, une expression qui n'avait plus rien d'humain. Ses yeux noirs brillaient dans la pénombre, comme s'ils avaient absorbé toute la lumière autour de lui. Et puis,
Il bougea. Lentement, très lentement, il se mit à avancer dans ma direction, ses pas lourds et irréguliers résonnant dans le silence. Je reculai précipitamment, mon cœur battant dans ma poitrine. Le bruit de ses pas se rapprochait. À chaque étape, il semblait devenir plus grand, plus imposant, jusqu'à ce qu'il semble presque remplir tout l'espace du wagon. « Tu ne peux pas t'échapper, dit-il, d'une voix rauque, presque murmurée, mais qui résonnait dans mes oreilles comme un cri. Je n'avais pas le temps de réagir. Un frisson glacial me traversa. Il était si près maintenant que je pouvais sentir son souffle froid sur mon visage. Mais ce n'était pas seulement la peur de l'homme qui m'effrayait, c'était ce que j'entendais dans le bruit du tunnel. Ce son, c'était comme un hurlement, profond, grondant, provenant de quelque part dans l'obscurité. Quelque chose d'encore plus terrible, qui approchait, et qui ne voulait rien d'autre que m'engloutir. Je me tournai rapidement vers les portes, ignorant la présence de l'homme à mes côtés. La panique me poussait à tout tenter, mais il était trop tard. Les portes ne s'ouvrirent toujours pas. Le métro roulait à une vitesse effrénée, et je savais que je ne pourrais jamais sortir de cet enfer. Et alors, une pensée, une seule pensée, frappa mon esprit avec la force d'un éclair. Je n'étais pas simplement coincé dans ce métro, je n'étais pas censé en sortir vivant. Le grondement dans le tunnel atteignit son paroxysme, et je crus que mes oreilles allaient éclater sous la pression. L'air était devenu épais, lourd de l'odeur du métal et de la moisissure, et je n'arrivais plus à respirer correctement. L'homme, toujours aussi immobile à quelques pas de moi, me fixait intensément, ses yeux noirs semblants me sondaient jusque dans l'âme. Son sourire, s'il en était encore un, s'était élargi d'une manière presque monstrueuse, comme si chaque muscle de son visage était distordu par une force invisible. Je reculais lentement, mes jambes tremblant, chaque mouvement m'éloignant de cet être étrange. Mais mes pieds semblaient comme collés au sol, et le temps, déjà ralenti par la peur, devenait de plus en plus figé. Le métro continuait de foncer dans le tunnel sans fin, et je ne pouvais m'empêcher de sentir que ce n'était pas juste un train qui roulait. C'était un vaisseau en route vers un abîme, un lieu où le temps et l'espace se déformaient, et où il n'y avait plus d'échappatoire. Puis, dans une ultime tentative, je me jetai contre les portes, hurlant pour qu'elles s'ouvrent, frappant de toutes mes forces. Mais rien, pas même une vibration dans le métal. Au fond de moi, je savais que j'étais pris au piège. Je tournai à nouveau mes yeux vers l'homme, son visage maintenant tout près du mien. Il n'avait plus de visage humain. C'était un masque grotesque, une caricature de ce qu'un être humain pouvait être, une créature née du cauchemar. « Tu es ici pour toujours » murmura-t-il d'une voix froide, son souffle putride m'envahissant comme une brume nauséabonde. « Ce métro ne s'arrête jamais. Et toi non plus. » Une terreur viscérale me saisit. La panique me submergea totalement, mais je n'avais plus la force de lutter. Mon corps était devenu une coquille vide, et mon esprit était prisonnier de cette réalité déformée. Je fermai les yeux, espérant que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve, un mirage que je pourrais oublier en me réveillant. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Ce métro n'était pas un simple train. C'était un piège d'un autre monde, et l'homme n'était qu'un prédateur. La lumière vacilla une dernière fois, et tout devint noir. Plus rien. Le silence, complet. Et puis, le son du métro s'éteignit, comme si tout avait été englouti dans l'obscurité éternelle. Il n'y avait plus de bruit, plus de lumière, plus de chaleur. Je n'étais plus qu'une âme errante, perdue dans le néant, dans ce lieu où le temps n'a plus de prise. Je n'avais pas échappé. J'étais devenu une partie du métro, une ombre parmi d'autres, condamnée à errer à jamais dans ce tunnel sans fin. Et à chaque nouvelle étape, l'homme serait là. Nous avions besoin de nous éloigner de tout. La ville, avec son bruit incessant et ses journées étouffantes, nous consumait peu à peu. Alors, quand nous avons trouvé ce petit chalet perdu dans les Alpes françaises, cela nous a semblé parfait. Un refuge, loin de tout, où nous pourrions enfin respirer. Le chalet était exactement comme sur les photos, rustique, chaleureux, entouré par des sapins et la blancheur immaculée de la neige. Mais, une fois sur place, il y avait quelque chose d'indéfinissable, une atmosphère lourde, presque oppressante. Je me suis dit que c'était sûrement l'altitude ou peut-être l'appréhension de rester isolé pendant plusieurs jours. En explorant les lieux, nous sommes tombés sur une petite trappe dans le plafond, à l'extrémité du couloir. Un grenier. Mon compagnon, curieux, a sorti l'échelle repliée et s'est hissé à l'intérieur. La pièce était sombre, mais il y avait assez de lumière pour voir qu'elle était presque vide, à l'exception d'un objet posé au centre. Une poupée. C'était une poupée ancienne, d'un autre temps. Son visage, craquelé par l'âge, portait un sourire figé, tandis que ses yeux devaient sembler briller faiblement dans l'obscurité.
Elle portait une robe en dentelle déchirée et jaunie, comme si elle avait été abandonnée ici depuis des décennies. « Regarde ça » dit-il en me l'attendant. J'ai reculé instinctivement, mal à l'aise sans vraiment savoir pourquoi. « On devrait la laisser là » ai-je répondu rapidement. Il haussa les épaules, déposa la poupée dans un coin, et nous sommes redescendus. Je me suis persuadé que ce n'était qu'un jouet oublié par un ancien propriétaire. Rien de plus. Mais, alors que nous allions nous coucher ce soir-là, j'avais l'impression que quelque chose, ou quelqu'un, nous observait. La première nuit, je me suis réveillé en sursaut. Il était tard, et le chalet était plongé dans un silence presque écrasant, interrompu uniquement par le bruit du vent contre les fenêtres. Mais ce n'est pas ce qui m'avait réveillé. J'avais entendu quelque chose, un bruit léger, comme des pas venant du plafond. Mon compagnon dormait profondément à côté de moi, alors je me suis dit que j'avais dû rêver. Pourtant, alors que je me calmais, le bruit recommença. Des pas, lents, hésitants, comme si quelqu'un marchait dans le grenier. « Tu entends ça » murmurai-je en secouant doucement son épaule. Il grogna, encore à moitié endormi, et écouta un moment. « C'est sûrement le bois qui travaille » répondit-il finalement, avant de se retourner. Je voulais le croire, mais mon instinct me disait autre chose. Le lendemain matin, alors que nous préparions le petit déjeuner, quelque chose attira mon regard dans la chambre d'amis. La poupée. Elle était là, posée sur une chaise près de la fenêtre. Mon cœur se serra. « Tu l'as descendue du grenier » demandai-je, en essayant de paraître calme. Mon compagnon fronça les sourcils. « Non, je l'ai laissée là-haut hier. »« Pourquoi ?» Je lui montrai la poupée, et il éclata de rire. « Tu as dû l'oublier. Tu sais, ces vieux chalets peuvent te jouer des tours. » Mais je savais que je n'avais pas touché à cette fichue poupée. Au fil de la journée, d'autres petits événements étranges se produisirent. Une porte claqua sans raison apparente, bien que toutes les fenêtres soient fermées. Je crus entendre un rire étouffé derrière moi dans la cuisine, mais il n'y avait personne. Chaque fois, je trouvais une explication rationnelle pour ne pas céder à la panique. Mais cette nuit-là, alors que la neige tombait à gros flocons, les bruits recommencèrent. Pas dans le grenier, cette fois, mais dans le couloir. Des pas légers, presque imperceptibles, qui semblaient aller et venir devant notre chambre. Je me recroquevillai sous les couvertures, mon cœur battant à tout rompre, priant pour que ce soit encore le bois qui travaille. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. La tempête s'abattit sur le chalet avec une violence que je n'avais jamais vue. Les vents hurlaient à travers les montagnes, faisant trembler les fenêtres, et la neige tombait en tourbillons aveuglants. Nous étions complètement coupés du monde, aucun réseau téléphonique, aucune possibilité de partir. Alors que la nuit tombait, l'atmosphère à l'intérieur du chalet devenait de plus en plus pesante. Le feu dans la cheminée projetait des ombres dansantes sur les murs, et chaque craquement du bois me faisait sursauter. Nous avions décidé de rester ensemble dans le salon, refusant de nous éloigner l'un de l'autre. C'est alors que cela commença. Une première fois, légère mais distincte, un coup contre la fenêtre. Juste un. Nous nous regardâmes, immobiles. Peut-être une branche poussée par le vent, pensai-je. Puis, un deuxième coup, plus fort. Et un troisième. Je m'approchai lentement de la fenêtre, tentant de voir à travers le givre et l'obscurité. Rien. Pas même une branche. C'est le vent, murmura mon compagnon, mais sa voix tremblait autant que mes mains. Au bout d'un moment, les coups cessèrent. Nous étions presque soulagés, jusqu'à ce que je tourne la tête et que mon cœur manque un battement. La poupée était là, sur la table basse, devant le canapé où nous étions assis. Tu l'as apportée ici » demandai-je, la voix brisée par la peur. Il secoua la tête, les yeux rivés sur la poupée. Elle n'était pas là quelques instants plus tôt. Soudain, un bruit assourdissant retentit, comme si quelque chose frappait violemment la porte d'entrée. Mon compagnon se leva précipitamment pour verrouiller toutes les issues, mais je savais qu'il n'y avait rien à faire. Peu importe ce qui jouait avec nous, ce n'était pas dehors. C'était déjà à l'intérieur. Le lendemain matin, malgré la fatigue et la tension qui nous rongeaient, nous décidâmes d'explorer à nouveau le grenier. Il fallait comprendre, quelque chose dans ce chalet n'allait pas, et chaque minute passée ici me donnait l'impression que nous étions observés, piégés. En montant dans le grenier, une odeur étrange nous envahit, une odeur de moisi mélangée à quelque chose de plus âcre, presque métallique. La lumière du jour traversait à peine les petites fentes dans les murs, projetant des rayons pâles sur le sol poussiéreux. C'est alors que nous la vîmes, une vieille malle, cachée derrière une pile de caisses en bois. Mon compagnon l'ouvrit avec précaution, et nous tombâmes sur un journal, ses pages jaunies et fragiles, comme s'il pouvait se désintégrer au moindre contact. Le journal appartenait à une petite fille qui avait vécu dans ce chalet des décennies auparavant. Au début, ses écrits étaient innocents,
des récits de journées enneigées et de jeux solitaires. Mais au fil des pages, les mots devinrent plus sombres, plus confus. Elle parlait d'une amie, Annette, qui l'accompagnait partout. Annette me regarde pendant que je dors, disait une des entrées. Elle me parle, mais papa ne veut pas la voir. Il dit qu'elle n'est pas réelle. Les dernières pages étaient griffonnées à la hâte, presque illisibles. Ne laisse jamais Annette seule. Elle déteste être ignorée. Elle m'a promis de ne pas me faire de mal, tant que je reste près d'elle. En lisant ces mots, une sueur froide coula le long de ma nuque. Une voix faible résonna alors, brisant le silence oppressant, un rire, aigu et enfantin, provenant du salon en bas. Mon compagnon et moi nous figeâmes. La poupée. Nous avions laissé la poupée dans le salon. D'un coup, une rafale glaciale traversa le grenier, éteignant la lumière de notre lampe. Les murs semblaient murmurer, un murmure incompréhensible mais terrifiant. Je sentais que nous avions réveillé quelque chose, et cette fois, il n'y aurait aucun moyen d'échapper à sa colère. La situation dégénéra rapidement. Après avoir entendu ce rire, nous descendîmes au salon, tremblants, espérant ne rien y trouver. Mais la poupée était là, assise au centre du tapis, tournée vers nous. Pourtant, quelque chose avait changé, sa tête semblait légèrement inclinée, et ses lèvres craquelées formaient presque un sourire. « On doit partir, dis-je à voix basse, ma gorge serrée. Mais mon compagnon secoua la tête. La tempête est trop forte, on ne peut pas sortir. Nous décidâmes de rassembler nos affaires dans une seule pièce, la chambre principale, et de verrouiller la porte derrière nous. J'essayais de me persuader que tout cela était une série de coïncidences, un mélange de fatigue, de paranoïa et d'imagination. Mais dans le fond, je savais que ce chalet abritait quelque chose de malveillant. Alors que la nuit tombait, les événements reprirent de plus belle. Les coups contre les fenêtres devinrent frénétiques, irréguliers, comme si quelque chose cherchait désespérément à entrer. Le bois du plancher craquait sous des pas invisibles, se rapprochant toujours plus de notre porte verrouillée. Et puis, à minuit, tout s'arrêta. Un silence complet, lourd, pesant, comme si le chalet retenait son souffle. C'est alors que nous entendîmes un grattement à la porte de la chambre. Lent, insistant. Mon compagnon prit une chaise pour bloquer la poignée, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il était aussi terrifié que moi. La poignée se mit à tourner, lentement, dans un mouvement répétitif. Puis une voix douce, presque un murmure, brisa le silence. « Ouvrez la porte, je veux jouer. » Nous reculâmes contre le mur, incapables de bouger ou de parler. La porte, malgré le verrou, s'ouvrit d'un coup, comme poussée par une force invisible. Devant nous, la poupée était là, mais cette fois, elle ne ressemblait plus à un simple jouet. Ses yeux de verre brillaient d'une lueur sinistre, et ses lèvres s'étaient ouvertes, laissant échapper un ricanement glaçant. Nous n'avons pas réfléchi. Saisissant nos affaires, nous avons couru, sortant dans la tempête, aveuglés par la neige et le vent. Peu importait le froid ou le danger, rester une minute de plus dans ce chalet était impossible. Lorsque nous atteignîmes enfin un village voisin, trempé et gelé, nous racontâmes tout à un vieil habitant. Il hocha la tête, grave, avant de murmurer. « Vous avez eu de la chance. Ce chalet, il a pris plus d'âmes qu'il n'en a épargné. La poupée, elle, choisit qui reste. Nous ne sommes jamais retournés dans les Alpes depuis. Mais parfois, la nuit, j'entends encore ce rire dans mes cauchemars, et je me demande si Annette nous a vraiment laissé partir, ou si elle nous suit, quelque part, dans l'ombre. » Je suis guide touristique au cimetière du Père-Lachaise. Chaque jour, j'arpente ces allées sinueuses, entourées de tombes célèbres et anonymes. C'est mon travail de raconter les histoires des grandes figures qui y reposent, mais aussi de répondre à la curiosité des visiteurs sur les légendes plus sombres qui entourent cet endroit. J'ai toujours aimé cette atmosphère, un mélange de sérénité et de mystère. Mais récemment, quelque chose a changé. Tout a commencé avec un rêve. La première fois, c'était une nuit banale. Dans ce rêve, je me trouvais seul dans une partie reculée du cimetière, un endroit que je ne reconnaissais pas. Devant moi, une tombe solitaire, enfouie sous des branches basses et des feuilles mortes. Le marbre était terni, presque noir, et les lettres gravées étaient à peine lisibles. Pourtant, un nom ressortait clairement, Émile Vauclair. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. Dans le rêve, une voix m'appelait. C'était un murmure, mais il semblait résonner partout autour de moi. « Viens, regarde, souviens-toi, cette voix n'était ni menaçante ni bienveillante, juste insistante. » Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant, avec cette impression étrange que ce rêve n'en était pas vraiment un. Le lendemain, j'ai tenté de l'oublier. Le travail m'a occupé,
et je n'ai pas parlé de ce rêve à qui que ce soit. Mais la nuit suivante, il est revenu. Identique. La même tombe, le même nom, et cette fois, la voix était plus forte, presque pressante. Tu dois venir. Je me suis réveillé à nouveau, tremblant, et j'ai senti une sorte de poids dans ma poitrine, comme une présence qui refusait de me quitter. Ce rêve s'est répété chaque nuit pendant une semaine. Au début, je me suis dit que c'était mon imagination. Après tout, je passe mes journées à parler de la mort et des histoires étranges. Peut-être que mon subconscient jouait avec moi. Mais bientôt, quelque chose a changé dans ma routine. Alors que je faisais une visite guidée, mes yeux se sont mis à scanner automatiquement les tombes autour de moi, comme si je cherchais quelque chose. À chaque pause, je ressentais ce besoin irrationnel de m'éloigner du groupe, d'explorer les zones que je ne montre jamais aux touristes. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était une sorte de compulsion. Un matin, après avoir terminé une visite tôt, je me suis aventuré dans une allée peu fréquentée, presque cachée par la végétation. Et là, je l'ai vue, la tombe d'Émile Vauclair. Exactement comme dans mon rêve. Mon souffle s'est coupé, et mes jambes ont failli céder sous moi. Tout, du marbre fendu à l'arbre qui l'ombrageait, était identique. Je me suis approché lentement, chaque pas résonnant comme un écho sourd dans ma tête. En me tenant devant la pierre, j'ai ressenti une vague de froid glacial, bien que le soleil brillait ce jour-là. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose, une odeur étrange, métallique, qui semblait émaner du sol. Je me suis penché pour lire l'épitaphe, mais elle était trop usée pour être déchiffrée. À cet instant, une sensation indescriptible m'a traversé. Ce n'était pas de la peur, mais une certitude écrasante, cette tombe m'appelait, et je ne pouvais plus l'ignorer. Les jours qui ont suivi ma découverte de la tombe d'Émile Vauclair, je n'arrivais pas à me concentrer. Quelque chose dans ce nom, dans cette tombe abandonnée, m'obsédait. Pendant mes pauses, j'ai commencé à fouiller les archives du cimetière. Au début, je n'ai trouvé que peu d'informations. Il était répertorié comme un écrivain du XIe siècle, mort jeune, sans descendance ni héritage notable. Son nom n'apparaissait dans aucun des récits que je connaissais sur les figures célèbres du Père-Lachaise. Un jour, en fouillant un vieux registre poussiéreux, je suis tombé sur une note marginale. Elle mentionnait une collection de nouvelles écrites par Vauclair, publiée en 1862, intitulée « Les ombres et les abîmes ». Cette note, à peine lisible, précisait que ces écrits avaient suscité la controverse à l'époque, jugés trop macabres et dérangeants, au point que certains exemplaires avaient été retirés des bibliothèques. Ce détail a piqué ma curiosité. J'ai décidé de pousser mes recherches plus loin. Je me suis rendu dans une librairie spécialisée en livres anciens, située près de la Seine. J'ai décrit l'auteur au propriétaire, un vieil homme aux lunettes épaisses. Il a froncé les sourcils, fouillé dans ses étagères encombrées, et a fini par sortir un livre à la couverture noire, abîmé par le temps. C'était un exemplaire des Ombres et les abîmes. En ouvrant le livre, j'ai immédiatement ressenti un malaise. L'air semblait devenir plus lourd autour de moi. Les premières pages décrivaient des récits étranges, des histoires de pactes maudits, de morts qui refusaient de reposer en paix, et de lieux hantés où la réalité et les cauchemars se confondaient. En lisant les premières lignes, j'ai senti un frisson glacé parcourir mon dos. Les descriptions étaient si vivantes, si immersives, qu'il m'était impossible de détourner les yeux. Ce n'étaient pas seulement des histoires, elles semblaient presque réelles, comme si l'auteur avait lui-même vécu ces horreurs. En retournant chez moi ce soir-là, j'avais l'impression que quelque chose me suivait. Chaque bruit de pas derrière moi me faisait sursauter, mais chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien. Une fois chez moi, j'ai fermé la porte à double tour et me suis assis pour continuer à lire. Une histoire, en particulier, a capté mon attention. Elle racontait la vie d'un homme hanté par des ombres qu'il ne pouvait échapper, des présences qui semblaient s'accrocher à lui chaque fois qu'il découvrait un secret enfoui. Plus je lisais, plus je sentais une étrange connexion avec ce personnage. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à déraper. La nuit suivant ma découverte du livre, mon sommeil a été troublé par des rêves plus intenses et oppressants que jamais. Ce n'était plus simplement la tombe d'Émile Vauclair ou sa voix murmurante. Non, cette fois, c'étaient des fragments des histoires que j'avais lues, recréés avec une précision effrayante. Dans l'un de ces rêves, je marchais dans une forêt dense, enveloppée par une brume si épaisse que je ne voyais pas à 1 mètre devant moi. Je pouvais entendre des murmures indistincts tout autour de moi, comme si une foule invisible me surveillait. Chaque pas semblait m'enfoncer plus profondément dans l'obscurité. Finalement, je me suis retrouvé devant une cabane délabrée, exactement comme décrite dans une des nouvelles de Vauclair, la maison des silences. Quand je me suis réveillé, j'étais couvert de sueur. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est que mes chaussures, que j'avais laissées propres près de la porte,
étaient couvertes de boue séchée, comme si j'avais réellement arpenté ce chemin nocturne. Les jours suivants, des événements encore plus étranges se sont produits. Pendant une visite guidée, alors que je racontais une histoire célèbre sur un autre écrivain enterré au cimetière, un groupe de corbeaux s'est abattu sur les arbres autour de nous, croassant si bruyamment que nous avons dû interrompre la visite. Une des participantes, pâle comme un linge, m'a demandé en tremblant: « Vous avez vu la silhouette derrière cette tombe ?» J'ai balayé la zone du regard, mais il n'y avait rien. Pourtant, j'ai ressenti une présence, froide et oppressante. Les histoires du livre semblaient s'infiltrer dans ma réalité. Une autre nuit, alors que je lisais un passage sur un homme traqué par son propre reflet dans des miroirs, j'ai entendu un bruit survenant de ma salle de bain. En m'y rendant, j'ai découvert que le miroir au-dessus du lavabo était fendu en deux, sans explication. La peur a commencé à me ronger. Chaque instant de ma vie semblait envahi par ces récits macabres. Même les visiteurs du cimetière semblaient le ressentir. Un jour, un collègue m'a demandé pourquoi je paraissais si fatigué et distrait. J'ai hésité à lui parler du livre, de Vauclair, des rêves, mais une partie de moi savait qu'il ne comprendrait pas. Je me suis alors demandé, et si ce n'était pas seulement des histoires? Et si Vauclair avait écrit quelque chose de plus que de simples récits? Quelque chose qui avait le pouvoir de traverser les siècles et d'influencer ceux qui s'en approchaient? Une nuit, j'ai pris le livre avec l'intention de le brûler. Mais en allumant une allumette, une rafale de vent a soufflé à travers la pièce, éteignant la flamme. Une voix, basse mais claire, a murmuré à mon oreille: « Tu ne peux pas fuir. » À cet instant, j'ai compris que j'étais pris dans quelque chose qui me dépassait complètement. Dévoré par la peur et l'obsession, je me suis lancé dans une enquête approfondie pour comprendre qui était réellement Émile Vauclair et pourquoi ces histoires semblaient s'immiscer dans ma vie. Mes recherches m'ont conduit à la Bibliothèque nationale de France, où j'ai demandé à consulter des archives rarement consultées, espérant y trouver des traces de son passé. Dans une vieille revue littéraire datée de 1863, j'ai trouvé une critique qui parlait de ses écrits avec un mélange de fascination et de répulsion. Le critique décrivait Vauclair comme un homme sombre, reclus, obsédé par l'occulte et la mort. Ses récits n'étaient pas seulement des histoires, il semblait décrire des rituels et des événements qu'il aurait lui-même expérimentés. Une note en bas de page indiquait qu'il avait été accusé de pratiques blasphématoires après la disparition inexpliquée de plusieurs voisins dans son village natal. Un autre document, plus troublant encore, mentionnait son décès. Vauclair n'était pas mort paisiblement. Il aurait été retrouvé dans sa chambre, le visage figé dans une expression de terreur indicible, entouré de pages couvertes de symboles incompréhensibles. Les autorités avaient conclu à une crise de folie, mais une rumeur persistante affirmait qu'il avait appelé quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler. À mesure que je découvrais ces détails, des souvenirs flous de mes rêves et des événements récents s'éclaircissaient. Les corbeaux, les ombres, les miroirs brisés. Tout semblait lié au thème récurrent dans ses écrits. C'était comme si, en ouvrant son livre, j'avais réveillé une force latente qui s'était enfouie avec lui dans sa tombe. Le moment le plus terrifiant est survenu lorsque je suis tombé sur un passage du livre que je n'avais pas encore lu. Dans cette histoire, intitulée « L'héritage des damnés », le personnage principal, un homme solitaire travaillant dans un lieu chargé de souvenirs, découvre un vieux manuscrit. En le lisant, il libère une malédiction qui s'attache à lui et transforme sa vie en cauchemar. Ce n'était pas une coïncidence. Ce récit était mon propre reflet. La tombe, le livre, les rêves, tout semblait orchestré pour me piéger. Vauclair savait que quelqu'un finirait par tomber sur son œuvre, et il avait préparé cette malédiction comme une extension de lui-même, un moyen de survivre à travers les âges. Plus je comprenais, plus je sentais une présence me suivre constamment, même en plein jour. Les ombres dans les coins des pièces semblaient s'allonger et bouger. Parfois, je ressentais une main glaciale frôler ma nuque alors que j'étais seul. Un soir, alors que je relisais le passage sur la malédiction, les lettres du texte ont commencé à changer sous mes yeux, formant une phrase que je n'oublierai jamais. Ce qui a été réveillé doit être nourri. C'était une injonction, une menace voilée. Et au fond de moi, je savais ce qu'elle signifiait. Il y avait un prix à payer pour avoir perturbé le repos de Vauclair, et ce prix allait être bien plus terrible que tout ce que j'avais imaginé. Après cette révélation glaçante, ma vie a plongé dans un chaos absolu. Les événements étranges ne se limitaient plus à des bruits ou des ombres furtives. Des objets se déplaçaient dans mon appartement, des chuchotements incessants envahissaient mes nuits, et des silhouettes se tenaient immobiles au pied de mon lit, disparaissant au moindre mouvement. Chaque fois que je touchais le livre, il semblait plus lourd, presque brûlant entre mes mains, comme s'il était vivant. Une nuit, incapable de supporter davantage, j'ai décidé d'affronter cette malédiction. Je me suis rendu au cimetière Père-Lachaise, le livre sous le bras,
avec l'idée insensée de le replacer dans la tombe de Vauclair. Peut-être qu'en le rendant à son auteur, je pourrais mettre fin à tout cela. La nuit était glaciale, et le cimetière semblait différent, comme s'il respirait une vie malsaine. Les lanternes vacillaient, projetant des ombres mouvantes sur les pierres tombales. En atteignant la tombe de Vauclair, j'ai remarqué qu'elle était étrangement dégagée, comme si quelqu'un avait récemment nettoyé la pierre. Alors que je déposais le livre sur la tombe, un vent glacial s'est levé, et j'ai entendu ce murmure familier. Mais cette fois, il était clair. Tu ne peux pas fuir ton rôle. Tu es maintenant le gardien. Avant que je ne puisse réagir, le livre s'est ouvert de lui-même, ses pages tournant frénétiquement. Une lumière noire, une ombre dense et vibrante, a jailli du livre. Cette entité informe s'est avancée vers moi, m'enveloppant dans un froid si intense que j'avais l'impression que mes os allaient se briser. Des visions m'ont assailli. Je voyais des visages hurlants, des âmes tourmentées piégées dans les histoires de Vauclair. J'ai compris qu'il n'écrivait pas seulement pour raconter des récits, il capturait l'essence des gens dans ses mots, les emprisonnant pour alimenter son pouvoir. Et maintenant, c'était mon tour. Je voulais fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. L'entité s'est penchée vers moi, et une voix, mélange de celle de Vauclair et de toutes les âmes qui l'avaient piégé, a murmuré. « Tu continueras mon œuvre. » Écrit ou subi. Quand je me suis réveillé, j'étais chez moi, le livre posé sur mon bureau, ouvert à une page blanche. Mon esprit était lourd, mais une nouvelle idée d'histoire brûlait dans ma tête, prête à être écrite. C'était comme si ma volonté n'existait plus. Je devais écrire, coucher sur le papier ces récits sombres et oppressants qui semblaient s'imposer à moi. Les jours suivants, les mots ont coulé sans effort, mais à chaque phrase que j'écrivais, je ressentais une partie de moi disparaître, comme si mes propres souvenirs s'effaçaient pour nourrir les récits. Et les histoires que je créais, elles étaient vivantes. Le cimetière, les rêves, les murmures. Tout cela n'était qu'un prélude. Maintenant, je savais, je n'étais pas seulement un lecteur. J'étais devenu un canal pour les histoires de Vauclair, le dernier maillon d'une chaîne de malédiction qui continuerait bien après moi. Et toi qui lis cette histoire, fais attention. Si tu ressens un frisson, un écho dans l'obscurité autour de toi, sache que tu as peut-être ouvert une porte. Et une fois cette porte ouverte, il n'y a pas de retour possible. Nous n'avions jamais imaginé hériter d'une maison en Provence. Quand l'avocat de mon oncle éloigné nous a contactés, c'était une véritable surprise. La maison, nous a-t-il dit, était une vieille bâtisse abandonnée depuis des décennies, située dans un petit village reculé. Mon mari et moi avons tout de suite vu cela comme une opportunité. Un projet de rénovation, un refuge pour les vacances, peut-être même un nouveau départ. Quand nous sommes arrivés, la maison était exactement comme je l'avais imaginé d'après les photos. Massive, avec ses murs en pierre grise et son toit de tuiles rouges ébréchées par le temps. Mais elle dégageait aussi une étrange mélancolie, comme si elle portait le poids de quelque chose d'ancien. Les volets grinçaient au moindre souffle de vent, et l'odeur d'humidité mêlée à celle de la pierre froide était omniprésente. Les premiers jours furent consacrés à nettoyer, déblayer les meubles recouverts de poussière et arracher les vieilles tapisseries moisies. C'est en explorant le sous-sol que nous avons trouvé quelque chose d'étrange. Les ouvriers nous avaient avertis que le sous-sol serait instable, mais je ne m'attendais pas à y trouver cela. Des poutres en bois massif, noircies par le temps, gravées de symboles incompréhensibles. Ils semblaient avoir été faits à la main, profondément incisés dans le bois. Je me suis penché pour mieux voir, traçant du doigt l'un des dessins. Une sorte de cercle, entouré de lignes et de petites croix. J'ai eu un frisson, mais j'ai repoussé l'impression d'inconfort. Probablement des marques laissées par les constructeurs, m'a dit mon mari en haussant les épaules. Mais même ces mots rassurants n'ont pas chassé le sentiment que ces gravures avaient une signification. Une signification qui échappait à notre compréhension. Je n'y ai plus pensé sur le moment. Après tout, il y avait tant à faire. Mais cette nuit-là, en nous endormant dans cette vieille maison pour la première fois, j'ai cru entendre un murmure, faible mais présent, porté par le vent à travers les murs. J'ai dit à mon mari que ce n'était rien. Juste le vent. Toujours le vent. La première nuit dans la maison a été étrangement agitée. Le vent semblait souffler en continu, sifflant à travers les fissures des vieilles fenêtres. Au début, je ne m'en suis pas inquiété. C'est une vieille bâtisse, me suis-je dit. Elle craque et gémit comme toutes les maisons anciennes. Mais il y avait autre chose. Une tonalité dans le vent, un murmure presque imperceptible qui semblait se faufiler dans l'air. Allongé dans le lit, je tendais l'oreille. Ce n'était pas qu'un bruit aléatoire, comme celui des branches qui frottent contre une fenêtre ou des tuiles déplacées par une rafale. Non, c'était régulier, rythmé. Une voix? Non, impossible. Je me suis retourné, essayant de chasser cette idée ridicule.
Mon mari dormait profondément à côté de moi, indifférent au bruit de la nuit. Le lendemain matin, alors que nous prenions le petit déjeuner, j'ai mentionné ce que j'avais entendu. C'est juste le vent, a-t-il répondu en haussant les épaules, exactement comme je l'avais anticipé. Mais ce soir-là, le phénomène s'est répété. Et cette fois, les murmures étaient plus clairs. Couché dans l'obscurité, je pouvais presque distinguer des mots, bien qu'ils soient dans une langue que je ne comprenais pas. Cela n'avait rien de naturel. Il y avait une intention derrière ces sons, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de communiquer. Au bout de quelques nuits, le murmure est devenu plus qu'un simple bruit de fond. Il semblait circuler dans la maison, se déplaçant d'une pièce à l'autre. Parfois, il s'intensifiait juste derrière une porte, comme si quelqu'un se tenait là, chuchotant à travers le bois. À d'autres moments, il semblait s'éloigner, disparaître dans les murs, avant de revenir encore plus fort. La tension montait à chaque coucher de soleil. Les ouvriers qui travaillaient sur la maison nous ont demandé si nous avions remarqué des bruits la nuit. Ils plaisantaient à moitié, mais leur regard trahissait une certaine nervosité. « Ce vent, il est bizarre », a dit l'un d'eux, évitant soigneusement de croiser mon regard. Ce n'était plus juste un vent étrange. C'était comme si la maison elle-même essayait de nous parler. Après plusieurs nuits d'insomnie à écouter ces murmures, nous avons décidé d'en apprendre davantage sur l'histoire de la maison. Peut-être cela nous aiderait-il à comprendre ce qui se passait. Le maire du village, un vieil homme au visage buriné, nous a accueillis avec une cordialité teintée de réserve lorsque nous lui avons posé des questions sur la propriété. Mais dès que nous avons mentionné les bruits nocturnes, son expression s'est fermée. « Cette maison, elle a une histoire », a-t-il dit en baissant la voix. Je ne pensais pas que quelqu'un y retournerait. Il nous expliqua que la maison avait été construite au XVIIe siècle sur un site bien plus ancien, connu dans les archives locales sous le nom de Champ des Supplices. Au Moyen Âge, cet endroit servait de lieu d'exécution publique pour les criminels et les hérétiques. Les condamnés y étaient pendus, brûlés ou décapités, et leurs corps laissés sur place pour avertir les autres. Les gens du village évitaient cet endroit, poursuivit-il, ses yeux fixant un point invisible au loin. On disait que les âmes des suppliciés n'étaient jamais parties, que leurs cris résonnaient encore, portés par le vent. Cette révélation glaça mon sang. Mais ce n'était pas tout. Il ajouta que, bien plus tard, la maison avait été bâtie par une famille qui espérait exorciser les lieux en y vivant. Mais au fil des ans, des rumeurs avaient commencé à circuler, des morts mystérieuses, des disparitions inexpliquées, et ce qu'on appelait localement les voix du vent. Le maire finit par nous montrer d'anciens documents d'archives. Parmi eux, un croquis du champ d'exécution. Les dessins représentaient des potences et un grand cercle gravé dans le sol autour de la zone. En regardant de plus près, je me rendis compte que ce cercle ressemblait étrangement au symbole gravé sur les poutres du sous-sol. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Ce que nous avions pris pour de simples marques de charpentier semblait être bien plus que cela. Ces gravures n'étaient pas décoratives. Elles étaient là pour contenir quelque chose. Ou quelqu'un. Après avoir découvert la sombre histoire de la maison, l'atmosphère devint encore plus oppressante. Chaque nuit, les murmures semblaient gagner en intensité, en clarté. Ce n'étaient plus de simples sons indéchiffrables, des mots épars surgissaient, souvent prononcés avec une hargne froide, comme un souffle glacial contre ma nuque. Mais ce qui était le plus terrifiant, c'étaient les ombres. Elles ont commencé à apparaître dans les coins sombres de la maison, d'abord fugitives, presque imperceptibles, comme si mes yeux me jouaient des tours. Mais rapidement, elles prirent une forme plus nette, plus menaçante. Une silhouette particulièrement grande et difforme se tenait souvent au bas des escaliers du sous-sol, immobile, me fixant dans le silence. Les objets se mirent également à bouger. Une lampe basculait brusquement, des chaises semblaient avoir changé de place d'un instant à l'autre. Et puis il y avait cette porte du sous-sol. Nous l'avions verrouillée après nos premières découvertes, mais chaque matin, nous la retrouvions entr'ouverte. Un soir, alors que je mettais ma fille au lit, elle murmura quelque chose qui me glaça le sang. « Maman, pourquoi il chuchote mon nom ?» Elle pointa le coin de la pièce, mais il n'y avait rien. Je sentis mon cœur se serrer et je lui répondis que ce n'était rien, qu'elle avait dû rêver. Mais en moi, je savais que ce n'était pas un rêve. Nous avons contacté un expert local en histoire médiévale, espérant qu'il pourrait nous en dire plus sur les symboles trouvés dans le sous-sol. Il accepta de venir voir de ses propres yeux. Lorsque nous l'avons conduit à la cave, son visage s'assombrit immédiatement. Il sortit un carnet et commença à prendre des notes, visiblement nerveux. « Ces gravures, dit-il enfin, sont un type de sceau. Elles étaient utilisées pour emprisonner des esprits malveillants ou des forces que les hommes de l'époque craignaient. En touchant ou en modifiant ces marques, vous avez probablement rompu le lien qui les maintenait contenus. » À ces mots, un bruit sourd retentit au-dessus de nous, suivi d'un grincement long et sinistre.
Le spécialiste, visiblement effrayé, refusa de rester plus longtemps. Avant de partir précipitamment, il nous lança un dernier avertissement. Si vous tenez à votre vie, quittez cette maison immédiatement. Je suis arrivé à Montargis par une froide matinée d'automne, la brume enveloppant les rues pavées comme un voile ancien. J'avais entendu parler de ce petit village dans mes recherches sur l'histoire médiévale française, mais rien ne m'avait préparé à l'atmosphère étrange qui semblait imprégner l'endroit. Les maisons en pierre, avec leurs volets colorés mais délavés, semblaient me regarder en silence, et les rares habitants que je croisais me dévisageaient avec une curiosité mêlée de méfiance. Je m'étais installé dans une petite auberge au cœur du village. La propriétaire, une femme d'une soixantaine d'années au regard perçant, m'avait accueilli avec un sourire figé. Elle avait hoché la tête en silence lorsque je lui avais expliqué que j'étais ici pour mes études, mais son expression avait changé lorsque j'avais mentionné mon intérêt pour les légendes locales. Elle avait évité de répondre directement, se contentant de marmonner quelque chose sur le poids du passé, avant de disparaître dans l'arrière-salle. C'est en discutant avec un vieux libraire, quelques heures plus tard, que j'ai entendu parler pour la première fois de la maison sur la colline. Il m'avait regardé longuement, comme s'il pesait le pour et le contre avant de m'en parler. Cette maison, m'avait-il dit en baissant la voix, est maudite. Elle appartient à une époque que nous préférons oublier ici. Une famille noble, puissante, mais dangereuse. Ils ont disparu du jour au lendemain. Certains disent qu'ils ont été punis par Dieu lui-même. Il s'était interrompu, scrutant ma réaction. Mon cœur battait plus vite. Une maison abandonnée, des disparitions mystérieuses, des rituels sombres. Tout cela semblait sorti tout droit d'un livre d'histoire hantée, et j'étais fasciné. Personne n'y va, m'avait-il prévenu en rangeant ses lunettes sur son nez. Même les jeunes, ceux qui aiment braver les interdits, évitent cet endroit. Elle est vivante, vivante. Le mot m'avait frappé comme une cloche dans le silence. Plus tard, dans ma chambre d'auberge, je n'arrêtais pas de penser à cette maison. Les rideaux légers dansaient au gré d'un vent glacé, et, dans ce silence oppressant, je me surpris à frissonner. Je savais que je devais la voir. La maison m'appelait. Le lendemain matin, je n'avais qu'une seule idée en tête, trouver cette maison sur la colline. Après un petit déjeuner rapide, je m'étais muni de mon carnet de notes, d'une lampe de poche et d'un vieux plan de Montargis que j'avais trouvé dans la librairie. La colline se dressait à l'est du village, et un sentier étroit et envahi par la végétation y menait, serpentant entre les arbres noueux. L'air était glacial, et la forêt semblait étrangement silencieuse, comme si les oiseaux eux-mêmes craignaient cet endroit. À mesure que je gravissais le chemin, un sentiment de malaise s'installait en moi, mais je me convainquais qu'il ne s'agissait que de mon imagination. Finalement, après une demi-heure de marche, je l'aperçus. La maison. Elle était là, perchée au sommet de la colline, comme une silhouette décharnée contre le ciel gris. Son toit était partiellement effondré, et les murs, recouverts de lierre, semblaient se tordre sous leur propre poids. Une grande porte en bois, marquée par le temps, gardait l'entrée. Malgré son état de délabrement, il émanait d'elle une présence indéniable, presque oppressante. Je m'approchai avec précaution, mes pas crissant sur le tapis de feuilles mortes. La porte céda facilement lorsque je poussai, et un grincement sinistre résonna dans le silence. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'une odeur de poussière, de bois pourri et de quelque chose d'indéfinissable, peut-être de la moisissure, ou quelque chose de plus ancien, de plus sombre. Le hall d'entrée était immense, avec un plafond voûté et un escalier en colimaçon qui semblait s'élever vers l'obscurité. Des meubles abandonnés gisaient çà et là, recouverts de drap jauni. Sur les murs, des portraits en lambeaux me regardaient avec des yeux vides, leurs visages flous comme effacés par le temps. C'est alors que je l'entendis. Un bruit, léger, mais distinct. Des pas, quelque part dans la maison. Je m'immobilisai, mon cœur battant à tout rompre. Je tendis l'oreille, mais tout était redevenu silencieux. Je me dis que cela devait être le vent ou peut-être un animal, et je continuai à explorer, bien que mes mains tremblent légèrement. En avançant, je remarquai que certaines portes semblaient être restées intactes malgré les siècles. Je poussai l'une d'elles et pénétrai dans une ancienne bibliothèque. C'est là que je ressentis pour la première fois quelque chose d'inexplicable. Une sensation, comme si je n'étais pas seul. Les livres, empilés de manière chaotique, semblaient observer mes moindres gestes. Un vieux fauteuil en cuir trônait au centre de la pièce, face à une cheminée éteinte. Alors que je m'approchais, un bruit sec retentit derrière moi, comme une porte qui se refermait brusquement. Je me retournai, mais il n'y avait rien. Rien, si ce n'est une étrange gravure sur le mur, que je n'avais pas remarquée auparavant. C'étaient des symboles, gravés profondément dans la pierre.
Des motifs circulaires, des lignes qui semblaient former une sorte de langage. Je m'approchai pour les examiner, mais une bouffée glaciale traversa la pièce, faisant voler des pages de livres ouverts. Je quittai la bibliothèque précipitamment, mon souffle court. Les pas avaient repris, cette fois plus proches, plus nets. Je savais que quelque chose n'allait pas. Cette maison, elle était différente. Elle était vivante. Cette nuit-là, je ne parvins pas à fermer l'œil. Dans ma chambre d'auberge, chaque ombre semblait se tordre et bouger, comme si la maison m'avait suivi jusqu'ici. Je tentais de rationaliser ce que j'avais ressenti pendant ma visite, me convainquant que ce n'était que le fruit de mon imagination, mais une partie de moi savait que ce n'était pas aussi simple. Quand je finis par sombrer dans un sommeil agité, les cauchemars commencèrent. Je me retrouvai dans la maison, mais tout était différent. Les murs, auparavant délabrés, étaient maintenant recouverts de lourdes tentures rouges, et une lumière vacillante, provenant de chandeliers, dansait sur les meubles anciens. Dans un coin de la pièce, une silhouette féminine se tenait immobile. Elle portait une robe noire, son visage caché par un voile. Quand je m'approchai, elle releva lentement la tête, dévoilant un visage horriblement distordu, des orbites vides où un liquide noir semblait couler. Je me réveillai en sursaut, le cœur battant à tout rompre, le goût métallique de la peur dans la bouche. Il était à peine 3 heures du matin, et pourtant je savais que je ne pourrais plus dormir. Je me levai pour boire un verre d'eau, mais, en passant près de la fenêtre, un mouvement attira mon attention. Au sommet de la colline, là où se trouvait la maison, une lumière vacillante brillait, comme si quelqu'un se promenait à l'intérieur avec une lanterne. Mon sang se glaça. Il n'y avait aucune électricité là-bas, j'en étais certaine. Le lendemain, malgré la peur qui me rongeait, je sentis une étrange attraction. Je devais retourner dans cette maison, comprendre ce qui se passait. En arrivant, l'atmosphère semblait encore plus lourde, presque suffocante. Dès que je franchis à nouveau le seuil, la température chuta brutalement, et cette sensation d'être observé revint, plus forte que jamais. En explorant un peu plus profondément, je tombai sur une salle de bal, aux fenêtres hautes et brisées, laissant entrer la lumière grise du jour. C'est là que je les vis. Des silhouettes. Elles étaient là, immobiles, regroupées au centre de la pièce. Vêtues comme des nobles du XVIIIe siècle, leurs visages étaient flous, presque fondus, comme des peintures effacées par le temps. Elles ne bougeaient pas, mais je pouvais entendre un murmure, un chuchotement continu qui semblait résonner dans ma tête. Je ne comprenais pas les mots, mais ils semblaient être en vieux français. Une phrase, cependant, se démarqua. « Reviens, termine ce qui a commencé. » Je voulais fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. L'une des figures tourna lentement la tête vers moi, et, malgré l'absence de traits distincts, je sentis son regard me transpercer. C'est alors qu'un bruit sourd retentit derrière moi, comme une porte qui s'ouvrait violemment. Ce fut suffisant pour me libérer de ma paralysie. Je courus sans me retourner, dévalant les escaliers et sortant de la maison aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. En atteignant l'extérieur, je réalisai que le silence pesant de la forêt avait été remplacé par un bruissement étrange, comme si les arbres même murmuraient. Je n'osais pas regarder en arrière, mais je savais qu'une chose était certaine, la maison ne voulait pas que je parte. De retour à l'auberge, je tentai de comprendre ce qui m'arrivait. J'avais laissé mon carnet dans la chambre, et je décidai d'y consigner tout ce que j'avais vu, entendu et ressenti. Mais en l'ouvrant, je découvris quelque chose qui me fit frissonner d'effroi. Des pages entières étaient remplies de dessins que je n'avais pas faits. Des symboles identiques à ceux que j'avais vus gravés sur les murs de la maison. Mon écriture, tremblante et maladroite, formait des mots en vieux français, des phrases dont je ne comprenais que des bribes. La malédiction doit être brisée, le sang appelle le sang, et le passé réclame son dû. Le sommeil devint impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, des visions me hantaient, des fragments de rituels étranges, des silhouettes masquées chantant autour d'un cercle gravé dans le sol, et toujours cette femme au visage déformé, qui semblait me fixer. Elle murmurait mon nom, comme si elle m'attendait depuis des siècles. J'étais terrifié, mais une part de moi sentait qu'il fallait que je retourne à la maison. Pas par curiosité cette fois, mais par une nécessité inexplicable. J'avais l'impression d'être lié à cet endroit, que quelque chose me tirait vers lui, quelque chose que je devais affronter. Avant de partir, je fis une dernière tentative pour obtenir des réponses auprès des villageois. Je retournai voir le vieux libraire, espérant qu'il en savait plus. Quand je lui racontai ce que j'avais vu, son visage blêmit. « Vous avez réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi ?» dit-il d'une voix tremblante. La famille qui vivait là-bas, ils pratiquaient des choses interdites. Leur lignée devait être effacée pour briser la malédiction. Je le regardai, confuse. Leur lignée? Que voulez-vous dire?
Il me fixa longuement avant de murmurer. Vous êtes une descendante, n'est-ce pas? Votre visage? Vous ressemblez à la fille cadette de la famille. Celle qui a disparu la nuit où tout a basculé. Ces mots résonnèrent en moi comme un coup de tonnerre. Mon esprit refusait d'accepter une telle chose, mais une partie de moi comprenait que c'était vrai. Je ne pouvais pas fuir cette maison, car elle faisait partie de moi. En quittant la librairie, je savais que je devais y retourner une dernière fois. Mais cette fois, ce serait différent. Je n'étais plus seulement une étudiante curieuse. J'étais une partie de cette histoire, une pièce manquante dans un puzzle sombre et tordu. Et la maison, elle, voulait que je termine ce qui avait commencé. Je me préparais comme si j'allais au combat. J'emportais une lampe torche, un couteau bien que je doutasse qu'il puisse me protéger de quoi que ce soit dans cette maison, et un vieux crucifix trouvé dans la chambre de l'auberge. Une tempête se levait lorsque je gravis la colline une dernière fois, le vent hurlant à travers les arbres, comme s'il tentait de me retenir. La maison m'attendait, sombre et menaçante. Dès que je franchis le seuil, la porte se referma derrière moi avec un fracas assourdissant, me plongeant dans une obscurité presque totale. Mon souffle formait des nuages dans l'air glacial, et chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre. Je suivis une force invisible qui semblait me guider, me poussant toujours plus loin dans les entrailles de la maison. Chaque pièce que je traversais était différente de ce que j'avais vu auparavant. Les murs semblaient vibrer, comme s'ils étaient faits de chair vivante, et des murmures s'élevaient tout autour de moi, prononçant des prières en vieux français. Finalement, je trouvai ce que je cherchais. Une porte massive, gravée de symboles similaires à ceux que j'avais vus auparavant, se tenait au bout d'un couloir étroit. Elle semblait pulser, comme un cœur battant. Quand je posai ma main dessus, un froid mordant traversa mon corps, mais la porte s'ouvrit lentement, révélant une pièce circulaire éclairée par des chandeliers vacillants. Au centre de la pièce se trouvait un cercle gravé dans le sol, entouré de runes complexes. Et là, elle était. La femme de mes cauchemars, portant sa robe noire, se tenait au centre du cercle. Cette fois, son visage n'était pas voilé. Ses traits étaient à la fois familiers et monstrueux, une version corrompue d'un visage que j'avais vu dans des portraits anciens de ma famille. « Claire, tu es enfin revenue » murmura-t-elle d'une voix rauque, mais étrangement douce. Je ne savais pas quoi dire. Mon corps tremblait, mais mes jambes refusaient de bouger. « Tu es la dernière » continua-t-elle. « La seule qui puisse briser la malédiction ou la perpétuer. » Elle tendit ses mains déformées vers moi, et soudain, des visions m'assaillirent, des rituels anciens, des sacrifices sanglants, et le moment où la famille avait été maudite pour avoir osé manipuler des forces interdites. Je vis aussi mon propre visage parmi eux, comme si j'étais là ce jour-là, piégé dans un cycle sans fin. « Choisis, dit-elle. Rejoins-nous ou libère-nous. » Je compris alors ce que je devais faire. Tremblante, je sortis le crucifix de ma poche et le levai devant moi. Les flammes des chandeliers vacillèrent, et un cri déchirant emplit la pièce. La femme, ou plutôt l'entité qu'elle représentait, recula, ses traits se contorsionnant dans une expression de rage pure. Je plongeai dans le cercle et prononçai une prière, les mots venant de nulle part, comme s'ils étaient gravés dans ma mémoire. Les runes autour de moi commencèrent à briller, et la pièce fut secouée par une force invisible. La femme hurla une dernière fois avant de disparaître, emportée par une lumière aveuglante. Quand tout fut terminé, je me retrouvai seul, agenouillé au centre du cercle désormais éteint. La maison était silencieuse, mais cette fois, c'était un silence paisible, presque apaisant. Je sortis de la maison, épuisé mais libre. En regardant une dernière fois par-dessus mon épaule, je vis que la maison semblait différente. Toujours délabrée, mais moins menaçante, presque endormie. En redescendant la colline, je savais que je n'oublierais jamais ce qui s'était passé. La malédiction avait été brisée, mais à quel prix? Une partie de moi resterait à jamais liée à cette maison, à ce passé. Et même si j'avais survécu, je savais que je ne serais plus jamais la même.